Personne ne veut d'une mère célibataire avec des bagages. C'est exactement ce que ma propre sœur a dit, là, debout à son mariage, micro en main, avec ce sourire cruel qui a hanté toute mon enfance. Elle pensait que j'allais baisser la tête, comme toujours. Elle pensait que j'allais encaisser l'humiliation pour la 1000e fois. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser connaissait la vraie version de l'histoire. Et quand il s'est levé, ce n'était pas pour l'embrasser. C'était pour détruire son monde parfait et sauver le mien. Bonjour à tous, je m'appelle Lison. J'ai 33 ans, je suis illustratrice freelance et mère d'un petit garçon merveilleux nommé Malo. Si vous aimez les histoires où la justice finit par triompher de la méchanceté pure, vous êtes au bon endroit. Avant de vous raconter comment ma propre famille a essayé de me détruire lors de l'événement le plus important de l'année, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires, quelle heure est-il chez vous en ce moment et depuis quelle ville regardez-vous cette vidéo? J'adore lire vos réponses, cela me donne l'impression que nous sommes une grande famille, bien plus soudée que celle dont je vais vous parler. Tout a commencé par un mardi pluvieux, typique de notre région de Vannes, en Bretagne. Je travaillais sur une illustration pour un livre d'enfants, essayant de capturer la nuance exacte de bleu pour un océan imaginaire. Mon appartement était petit, un 2 pièces sous les toits où l'humidité s'infiltrait dès l'automne, mais c'était notre cocon. Malo, mon fils de 9 ans, était assis sur le tapis usé, concentré sur ses Legos. Il construisait un phare. Il a toujours été obsédé par la mer, les bateaux, les phares. Peut-être parce que son père était parti naviguer vers d'autres horizons avant même sa naissance, nous laissant seuls face à la tempête. Le téléphone a sonné, brisant la quiétude de notre après-midi. Le nom maman s'est affiché sur l'écran. Mon estomac s'est noué instantanément. C'est un réflexe pavlovien, voir ce nom, c'est ressentir la peur. Allô? Dis-je, la voix déjà mal assurée. Lison, tu es où? Sa voix était tranchante, sans préambule, sans bonjour. C'était la voix de Madame Armance, la matriarche qui dirigeait notre famille comme une caserne militaire. Je suis chez moi, maman. Je travaille. Travailler? Si on peut t'appeler ça un travail. Écoute, j'ai besoin de toi à la villa immédiatement. Sibylle est en crise de nerfs pour l'essayage des tenues, et le grenier est un capharnaüm. Tu dois venir trier les vieilles décorations. Maman, j'ai une deadline pour demain, et moi j'ai un mariage de l'année à organiser. Coupa-t-elle sèchement. N'oublie pas à qui appartient l'appartement dans lequel tu vis, Lison. D'ailleurs, en parlant de ça, tu n'as toujours pas versé les 500 € de loyer ce mois-ci. Tu avais dit que je pouvais avoir un délai, avec les frais médicaux de Malo, j'ai changé d'avis. Apporte le chèque en venant. Et amène le garçon si tu ne peux pas faire autrement, mais qu'il reste hors de ma vue. Je ne veux pas qu'il salisse les canapés blancs avec ses mains poisseuses. Elle a raccroché. Le silence est retombé, mais il était désormais lourd, chargé d'anxiété. Je regardais Malo. Il n'avait pas bougé, mais je voyais ses petites épaules se tendre. Il avait tout entendu. À 9 ans, il comprenait déjà trop bien que sa grand-mère ne l'aimait pas. Je me suis levée, les jambes tremblantes. 500 €. C'était tout ce qu'il me restait pour finir le mois, pour payer l'électricité et la nourriture. Mais la menace voilée était claire, obéis ou tu es à la rue. L'appartement appartenait à la famille, un héritage que ma mère gérait d'une main de fer. Elle s'en servait comme d'une laisse pour me garder soumise. Maman? Malo me regardait avec ses grands yeux noisettes. On va chez mamie? Oui, mon chéri. On va aider tata Sibylle. Je peux emmener mon carnet de dessin? Promis, je ne ferai pas de bruit. J'ai retenu mes larmes en caressant ses cheveux bruns. Il négociait déjà sa propre existence, promettant d'être invisible pour ne pas déranger. Bien sûr, Malo. Prends tes plus beaux crayons. Nous avons pris le bus pour rejoindre le quartier huppé de Vannes, là où les villas surplombent le golfe du Morbihan. Le contraste entre mon quartier et celui de ma mère était saisissant. Ici, tout était ordre, luxe et beauté froide. Là-bas, chez nous, c'était la survie. J'ai serré la main de mon fils plus fort. Je pensais que ce ne serait qu'une après-midi de corvée, une de plus. Je ne savais pas que je marchais droit dans un piège, et que ce chèque de 500 € n'était que le premier acompte d'une dette émotionnelle que ma sœur avait décidé de me faire payer. La villa de ma mère, les Hortensias, était imposante.
Une bâtisse en pierre blanche, entourée d'un jardin manucuré où pas un brin d'herbe n'osait dépasser. À peine avions-nous franchi le portail que je sentis le poids du jugement s'abattre sur moi. Ma vieille parka grise jurait avec le décor. Les baskets de Malo étaient propres, mais usées. Nous étions les parents pauvres, les tâches dans ce tableau parfait. Sibylle nous attendait dans le grand salon. Ma sœur cadette, la Golden Child, l'enfant doré. À 27 ans, elle était éblouissante, je dois l'admettre. Attachée de presse pour une grande marque de cosmétiques, elle savait se vendre. Elle portait une robe en soie qui coûtait probablement plus cher que tout ce que je possédais. « Ah, te voilà enfin », soupira-t-elle en vérifiant sa manucure. « Tu as mis une éternité. Et, oh, tu as amené le petit. » Elle ne l'a même pas regardé. Pas un bonjour Malo. Rien. Bonjour tata, murmura Malo poliment. Elle l'ignora et se tourna vers un homme qui se tenait près de la baie vitrée, dos à nous, regardant la mer. Chérie, c'est ma sœur. Celle dont je t'ai parlé. Lisons. L'homme s'est retourné. C'était la première fois que je voyais Ambroise, le fiancé. Je m'attendais à un clone des ex-copains de Sibylle, des hommes d'affaires arrogants, bruyants, obsédés par leur image. Mais Ambroise était différent. Il était grand, carré d'épaules, avec un visage marqué par le soleil et le vent. Il avait 35 ans, mais ses yeux en paraissaient 100. Des yeux d'une tristesse infinie, d'un bleu-gris comme l'océan un jour d'hiver. Il était charpentier de marine, un artisan renommé qui restaurait des voiliers anciens. Ses mains, bien que propres, portaient les traces du travail manuel. Enchanté, lisons, dit-il d'une voix grave et posée. Il ne m'a pas regardé de haut en bas comme le faisaient les amis de Sibylle. Son regard était direct, scrutateur, presque familier. J'ai ressenti un frisson étrange. « Et qui est ce jeune homme » demanda-t-il en se penchant vers Malo. Sibylle intervint immédiatement, un rire nerveux aux lèvres. « Oh, c'est Malo. Ne fais pas attention, il est un peu sauvage. Lisons l'élève seul, tu sais. C'est compliqué. » « Je ne suis pas sauvage, dit doucement Malo. Ambroise ignora Sibylle. Il s'accroupit pour être à la hauteur de mon fils. C'était un geste simple, mais dans cette maison, personne ne s'abaissait jamais au niveau d'un enfant, au sens propre comme au figuré. « Qu'est-ce que tu tiens là » Malo serra son carnet contre sa poitrine, hésitant. « C'est un bateau. »« Je peux voir » Malo me jeta un coup d'œil. J'ai hoché la tête, surprise. Il tendit le carnet. Ambroise l'ouvrit et étudia le dessin avec un sérieux absolu. Ce n'était pas de la condescendance. C'était de l'intérêt professionnel. C'est une goélette, n'est-ce pas? Tu as bien dessiné la coque, mais regarde ici, le mât de misaine doit être un peu plus court que le grand mât. Sinon, ton bateau va avoir du mal à virer de bord. Les yeux de Malo s'illuminèrent comme des phares. Vous savez construire des bateaux? C'est mon métier. Si tu veux, je te montrerai comment dessiner les voiles pour qu'elles prennent bien le vent. Sibylle claqua sa langue contre son palais, un bruit sec qui signifiait qu'elle perdait patience. Ambroise, chérie, laisse le gamin. Nous avons des choses sérieuses à discuter. Lisons, le grenier t'attend. Maman veut que tu sortes toute la vieille argenterie pour la polir. Ambroise se releva lentement. Il rendit le carnet à Malo avec un clin d'œil complice, puis se tourna vers Sibylle. Son visage s'était refermé, redevenant impassible. « Tu as de la chance, Sibylle, dit-il calmement. Ton neveu a l'œil d'un architecte. C'est rare. Oui, super, balaya-t-elle de la main. Allez, lisons, au travail. Et n'oublie pas le chèque pour maman, elle est dans son bureau. Je me suis dirigée vers l'escalier, le cœur lourd mais traversé par une étrange chaleur. Pour la première fois depuis des années, un homme avait traité mon fils comme une personne digne d'intérêt, et non comme un bagage encombrant. J'ai vu Ambroise suivre Sibylle vers le salon, mais juste avant de passer la porte, il s'est retourné une dernière fois vers nous. Son regard s'est posé sur moi, intense, interrogateur. Comme s'il essayait de résoudre une équation dont il lui manquait une inconnue. Je ne le savais pas encore, mais cette équation, c'était moi. Les semaines suivantes ont été un flou d'épuisement et d'humiliation. Plus la date du mariage approchait, plus Sibylle devenait tyrannique. Elle avait décidé de faire des économies sur le dos de sa chère sœur.
Pourquoi payer une couturière quand Lison sait coudre? Pourquoi engager quelqu'un pour les invitations quand Lison a une belle écriture? 3 jours avant la cérémonie, j'étais à la villa, installée dans une petite chambre de service mal éclairée. Sibylle avait exigé que je retouche l'ourlet de sa robe de mariée. Une robe de créateur à 5000 €, un nuage de dentelle et de soie. Fais attention, m'avait-elle prévenu. Si tu fais un seul accroc, tu la paies. Et vu tes finances, tu devrais vendre un rein. J'ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin, les yeux brûlants de fatigue. Malo s'était endormi sur un tas de coussins dans le coin, son petit corps recroquevillé. Chaque point de couture était une lutte contre le sommeil. Je le faisais pour la paix. Je le faisais pour qu'on nous laisse tranquilles. Le lendemain matin, le drame éclata. J'étais dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner de Malo quand un cri perçant déchira l'air. C'était Sibylle. Lison. Je me suis précipitée dans le salon. Sibylle se tenait devant la robe, le visage déformé par la rage. Ma mère était à côté d'elle, les bras croisés, le regard noir. « Regarde ce que tu as fait !» hurla Sibylle en pointant un endroit sur la traîne. Je me suis approchée. Il y avait une tache brunâtre, minuscule mais visible, sur la soie immaculée. « Mais, ce n'était pas là hier soir quand j'ai fini, balbutiai-je. J'ai tout vérifié, j'ai couvert la robe avec la housse, tu mens. Tu as dû boire ton café dégueulasse au-dessus de ma robe. Tu es jalouse, c'est ça? Tu ne supportes pas que je sois heureuse, que je porte du blanc alors que toi, tu es souillée. » Les mots étaient d'une violence inouïe. Souillée. Comme si ma vie de mère célibataire était une tâche indélébile. Sibylle, je te jure que je n'ai rien bu dans cette pièce. Clac. La main de ma mère a percuté ma joue avec une force qui m'a fait vaciller. Le bruit a résonné dans le grand salon vide. Ma joue brûlait, mais c'était mon cœur qui saignait. Ne traite pas ta sœur de menteuse, siffla ma mère, Armance. Tu as toujours été négligente, Lison. Tu as gâché ta vie, n'essaie pas de gâcher celle de ta sœur. Tu vas payer le nettoyage à sec d'urgence. Et si ça ne part pas, tu rembourseras la robe. Maman, je n'ai pas d'argent, alors vends tes affaires. Débrouille-toi. Je portais la main à ma joue endolorie. Les larmes montaient, chaudes et amères. Je me sentais comme une enfant de 5 ans, punie pour une bêtise qu'elle n'avait pas commise. C'était injuste. C'était cruel. Et le pire, c'est que je ne pouvais rien faire. Si je partais, elle me mettrait à la rue. Je dois faire une pause ici car mes mains tremblent encore en écrivant ces lignes. Dites-moi honnêtement dans les commentaires, si votre propre mère vous giflait pour une faute imaginaire inventée par votre sœur, que feriez-vous? Auriez-vous tout laissé tomber quitte à dormir dans la rue, ou auriez-vous, comme moi, avalé votre fierté pour protéger votre enfant? J'ai besoin de savoir si j'ai été lâche ou résiliente. Je me suis retournée pour cacher mes larmes et j'ai vu une ombre dans l'encadrement de la porte. C'était Ambroise. Il était là. Il avait tout vu. Mon cœur s'est arrêté. Il allait me voir comme ça, humilié, battu, pathétique. Mais Ambroise n'a rien dit. Il est entré dans la pièce, son pas lourd résonnant sur le parquet. Il est passé devant moi sans me regarder, se dirigeant droit vers la robe. Il a inspecté la tache, puis a reniflé le tissu. « C'est du macchiato caramel, dit-il calmement. Il se tourna vers Sibylle. Lison ne boit que du thé vert. Je l'ai vu hier. Par contre, toi, Sibylle, c'est ta commande habituelle chez Starbucks, non? Sibylle devint livide. Quoi? Tu prends sa défense? C'est absurde. Elle a dû en acheter pour faire comme moi. Ambroise la fixa. Un regard froid, analytique. J'ai vu les images de la caméra de sécurité du couloir, Sibylle. Tu es entrée dans la pièce ce matin à 7 heures avec ton gobelet. Tu es ressortissant. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sibylle ouvrit la bouche, puis la referma, piégée. Ma mère, ne sachant plus qui blâmer, se contenta de lisser sa jupe. Bon, peu importe qui a fait quoi, dit Armance d'un ton agacé. L'important c'est de nettoyer. Lison, emmène ça au pressing. Tout de suite. Même face à la preuve, je restais la servante. Mais alors que je prenais la robe, Ambroise a posé sa main sur mon bras.
Une main chaude, rugueuse, rassurante. Laisse, lisons. Je m'en occupe. Va mettre de la glace sur ta joue. Il a pris la robe des mains de Sibylle sans un mot pour elle et est sorti. J'ai croisé le regard de ma sœur. Pour la première fois, j'y ai vu de la peur. Elle commençait à réaliser que son prince charmant voyait clair dans son jeu. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est ce qui se passait dans la tête d'Ambroise. Je l'ai appris bien plus tard, quand nous avons pu enfin nous parler sans barrière. En sortant de la villa avec la robe, Ambroise n'est pas allé tout de suite au pressing. Il s'est assis dans sa camionnette et a sorti son téléphone. Il a fait défiler des photos vieilles de 4 ans. 4 ans plus tôt, sa vie s'était arrêtée. Sa petite sœur adorée, Léonie, se mourait d'une leucémie foudroyante à l'hôpital CHU de Rennes. Ambroise passait ses journées à son chevet, impuissant, regardant la vie quitter le corps de celle qu'il aimait le plus au monde. Il était devenu une ombre, un homme brisé qui ne parlait plus. Mais Léonie, dans ses derniers jours, avait trouvé une source de joie inattendue. Une bénévole. Une jeune femme qui venait 2 fois par semaine pour faire de l'art-thérapie avec les enfants malades. Léonie l'appelait la fée bleue parce qu'elle portait toujours un vieux cardigan en laine bleu marine. Ambroise, souvent trop bouleversé pour rester dans la chambre pendant les soins, attendait dans le couloir. Il entendait la voix de cette femme. Une voix douce, mélodieuse, qui racontait des histoires de marins et de sirènes. Il l'entendait chanter des berceuses bretonnes. Il n'avait jamais vraiment vu son visage, toujours caché par ses cheveux ou penché sur un dessin, et il ne voulait parler à personne à l'époque. Mais il se souvenait de ses mains. Des mains fines, tachées de peinture. Et il se souvenait de la signature au bas des dessins qu'elle laissait à Léonie, L.B. Dans sa camionnette, devant la villa de ma mère, Ambroise regarda la photo du dernier dessin que Léonie avait gardé jusqu'à son dernier souffle, un phare guidant un bateau dans la tempête. Signé L.B. Puis il repensa au carnet de croquis de Malo qu'il avait vu la veille. Sur la couverture, écrit au marqueur noir, Malo et maman Lison Bellamy. L.B. Lison Bellamy. Le puzzle s'assemblait. La femme qu'il allait épouser, Sibylle, lui avait raconté lors de leur rencontre qu'elle avait fait beaucoup de bénévolat, qu'elle adorait les enfants, qu'elle avait le cœur sur la main. C'est ce qui avait séduit Ambroise, lui qui cherchait désespérément de la bonté après le décès de sa sœur. Sibylle avait joué un rôle. Elle avait volé les qualités de quelqu'un d'autre pour le piéger. Et la vraie fée bleue, celle qui avait adouci l'agonie de sa sœur, était là, dans cette maison, en train de se faire gifler et traiter comme une esclave. Ambroise a frappé le volant de sa voiture. La rage montait en lui. Pas une rage explosive, mais une colère froide, méthodique, celle des marins qui voient l'ouragan arriver et se préparent à affronter la vague. Il allait découvrir jusqu'où allait la cruauté de Sibylle. Il allait la laisser se dévoiler complètement. Et ensuite, il frapperait. De retour dans la maison, je ne savais rien de tout cela. Je voyais juste Ambroise revenir, le visage fermé, impénétrable. Il m'a rendu la robe propre, sans un mot, mais quand nos doigts se sont effleurés, j'ai senti une tension électrique. Il m'a regardé droit dans les yeux et a murmuré « Tiens bon, lisons. » Juste encore un peu. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Je pensais qu'il me demandait de supporter ma famille jusqu'au mariage. Je ne savais pas qu'il préparait une révolution. 2 jours avant le mariage, Sibylle organisa une réception de pré-mariage à la villa. C'était une excuse pour boire du champagne et montrer ses cadeaux. Lison, tu seras en cuisine pour gérer les amuse-bouches, m'ordonna-t-elle. Et ton fils, il faut qu'il se rende utile. Il servira les boissons non alcoolisées. Ça lui apprendra la valeur du travail, vu qu'il n'a pas de père pour lui montrer l'exemple. J'ai voulu refuser. Malo n'avait que 9 ans. Mais Malo, mon petit ange courageux, m'a tiré la manche. C'est pas grave maman. Je vais le faire. Comme ça, mamie ne criera pas. J'ai noué un petit tablier autour de sa taille, le cœur en miettes. Il avait l'air si sérieux, portant son plateau de jus d'orange avec une concentration extrême, naviguant entre les invités qui l'ignoraient superbement. La soirée avançait. L'alcool coulait à flots. Pia, la meilleure amie de Sibylle et sa demoiselle d'honneur principale, était aussi toxique qu'elle. Je les voyais chuchoter en regardant Malo, ricanant derrière leur coupe de champagne. Soudain, alors que Malo passait près d'elle, Pia a tendu la jambe.
Un geste rapide, discret, vicieux. Malo a trébuché. Le plateau a volé. 3 verres de jus d'orange se sont renversés sur les chaussures en daim d'un invité important, un collègue d'Ambroise. Le bruit du verre cassé a figé la salle. « Espèce de petit idiot !» hurla Sibylle avant même que Malo ne touche le sol. « Regarde ce que tu as fait. Tu es aussi bon à rien que ta mère. » Malo était par terre, au milieu des débris de verre et du jus collant, les genoux écorchés. Il tremblait, retenant ses sanglots, terrifié. « Je suis désolé, je n'ai pas fait exprès, balbutiait-il. « Pas exprès ?» intervint Pia avec un sourire mielleux. « Je t'ai vu courir, petit monstre. Tu devrais avoir honte. » Je me suis précipité vers mon fils, écartant les invités. Mais quelqu'un a été plus rapide que moi. Ambroise. Il a fendu la foule comme un brise-glace. Il ne s'est pas dirigé vers l'invité aux chaussures tachées. Il est allé droit vers Malo. Il s'est mis à genoux dans la flaque de jus d'orange, ignorant son pantalon de costume beige. « Ça va, bonhomme ? Tu ne t'es pas coupé ?» demanda-t-il avec une douceur qui contrastait avec la tension ambiante. « Non monsieur, j'ai tout sali », pleura Malo. « Ce n'est que du jus. Ça se lave. » Ambroise sortit son propre mouchoir en tissu et commença à essuyer les mains collantes de Malo. Puis, il se leva, aidant mon fils à se relever. Il se tourna vers Pia. « J'ai vu ton pied, Pia, dit-il d'une voix qui aurait pu geler l'enfer. Pia devint écarlate. « Quoi ? Mais non, Ambroise, tu as mal vu, j'ai une vision parfaite, coupa-t-il. Tu as fait un croche-pied à un enfant de 9 ans qui portait des verres. C'est le comportement le plus pathétique que j'ai vu de ma vie. » Il se tourna vers Sibylle qui était bouche bée. « Et toi, au lieu de demander si ton neveu est blessé, tu t'inquiètes pour le parquet ? » Mais chérie, c'est juste un gosse maladroit, tenta Sibylle. Ce n'est pas de la maladresse. C'est de la méchanceté. Et je commence à voir qu'elle est contagieuse dans cette maison. Il prit Malo par la main et me fit signe. Emmène-le se changer, lisons. Je m'occupe de nettoyer ici. Personne d'autre ne le fera correctement de toute façon. Il s'est mis à ramasser les morceaux de verre lui-même, sous les yeux ébahis de la haute société de Vannes. Ce soir-là, Sibylle a perdu la face. Mais elle était trop orgueilleuse pour comprendre qu'elle était aussi en train de perdre son futur mari. Elle pensait qu'il était juste stressé. Elle ne voyait pas que le nœud coulant se resserrait. La veille du mariage. L'ambiance à la villa était électrique. Sibylle faisait semblant que l'incident de la veille n'avait jamais existé. Elle était en mode mariée parfaite. Mais ma mère, Armance, avait d'autres projets pour moi. Elle m'a convoquée dans son bureau. « Assieds-toi, lisons. » Elle a posé un document devant moi. C'était un devis pour des travaux de rénovation de la façade de l'immeuble où je vivais. La copropriété a voté les travaux. T'apparaît de 4 000 €. À payer immédiatement. Quoi ? Mais maman, je suis locataire. C'est au propriétaire de payer les travaux de structure, c'est-à-dire toi. Je te loue cet appartement à un prix dérisoire par charité, lisons. Tu crois que je vais en plus payer pour tes murs ? Soit tu paies ces 4 000 € avant demain midi, soit tu dégages avec ton gosse après le mariage. J'ai déjà un locataire potentiel qui payera le double. J'ai senti le sol se dérober. 4 000 €. C'était une somme astronomique pour moi. Je n'avais aucune épargne. Tu sais que je ne les ai pas. Tu as le collier de grand-mère Célestine, dit-elle froidement. Celui en saphir. Il vaut bien ça. Je portais la main à mon cou par réflexe. C'était le seul souvenir que j'avais de ma grand-mère, la seule personne qui m'avait aimé inconditionnellement dans cette famille. Elle me l'avait donné en secret avant de mourir pour que ma mère ne le prenne pas, non. Pas le collier. C'est le collier ou la rue pour Malo. Choisis tes priorités, ma fille. Une bonne mère sait faire des sacrifices. Je suis sortie du bureau en titubant. J'ai vomi dans les toilettes du rez-de-chaussée. La cruauté de ma mère n'avait pas de limite. Elle savait exactement où frapper. Cet après-midi-là, j'ai marché jusqu'à la bijouterie du centre-ville, les yeux brouillés par les larmes. J'ai vendu le collier. Le bijoutier m'en a donné 3 800 €.
J'ai dû compléter avec l'argent de mes courses. J'ai remis l'enveloppe à ma mère le soir même. Elle n'a même pas dit merci. Elle a compté les billets, un petit sourire satisfait aux lèvres. Bien. Tu vois quand tu veux. Maintenant, va te coucher, demain tu dois être levé à 5 heures pour aider Sibylle à s'habiller. Ce que j'ai appris plus tard m'a donné la nausée. Il n'y avait pas de travaux de façade. Ma mère avait inventé ce devis. Sibylle avait dépassé le budget fleur de 4 000 € pour avoir des pivoines importées hors saison, et elles avaient décidé que c'était à moi de combler le trou. J'avais vendu l'héritage de ma grand-mère pour payer les fleurs éphémères de ma sœur. Je me suis couchée ce soir-là en serrant Malo contre moi, me sentant vidée de tout espoir. Je pensais avoir touché le fond. Je ne savais pas que le lendemain, lors du mariage, elles allaient essayer de m'enterrer vivante. Mais elles ignoraient qu'Ambroise avait déjà préparé la pelle pour déterrer tous leurs secrets. Le grand jour est arrivé sous un ciel breton d'un bleu éclatant, comme pour se moquer de ma détresse. La cérémonie avait lieu à la cathédrale Saint-Pierre de Vannes, un édifice gothique imposant. Je n'avais plus d'argent pour m'acheter une tenue correcte, ayant tout donné à ma mère. J'ai dû porter une vieille robe grise que j'avais déjà mise à 3 baptêmes. Elle était propre, repassée, mais elle criait pauvreté au milieu des robes de cocktail colorées et des chapeaux extravagants des invités. Malo était adorable dans son petit costume, mais le pantalon était un peu court aux chevilles. Il grandissait si vite. À l'entrée de l'église, une organisatrice de mariage, que Sibylle avait finalement réengagée avec mon argent, sans doute, nous a barré la route. « Madame Bellamy ? Vous êtes placée, au fond. » « Au fond ? Mais je suis la sœur de la mariée. » Instruction de mademoiselle Sibylle. Elle a dit que, pour les photos, il valait mieux que vous soyez discrète. J'ai avalé ma honte. Nous avons marché tout au long de la nef sous les regards curieux, jusqu'au dernier rang, derrière un pilier. Nous étions cachés, comme des parents honteux. La musique a retenti. Sibylle est entrée. Elle était magnifique, je ne peux pas le nier. Une vision de blanc et de dentelle. Elle marchait vers l'autel avec l'assurance d'une reine qui vient d'être couronnée. Ambroise l'attendait. Il était splendide dans son smoking, mais son visage était de marbre. Pas un sourire. Pas une larme d'émotion. Juste une concentration intense. Quand le prêtre a demandé « Ambroise, voulez-vous prendre Sibylle pour épouse ?» il y a eu un silence. Un silence trop long. 1, 2, 3 secondes. Les gens ont commencé à chuchoter. Sibylle a crispé sa main sur le bras d'Ambroise, ses ongles s'enfonçant dans le tissu. Finalement, Ambroise a répondu. « Je le veux. » Mais sa voix était plate, dénuée de toute joie. C'était comme s'il lisait un contrat d'assurance. J'ai frissonné. Pourquoi disait-il oui s'il avait l'air si malheureux? Avait-il renoncé? Avait-il décidé de se laisser piéger par ma sœur malgré tout ce qu'il avait vu? Malo, à côté de moi, dessinait discrètement sur un petit carnet. Il dessinait Ambroise en capitaine de navire, combattant un monstre marin qui ressemblait étrangement à ma mère. La cérémonie s'est terminée. Les cloches ont sonné. Tout le monde a applaudi. Mais alors qu'Ambroise redescendait l'allée avec Sibylle à son bras, ses yeux cherchaient quelque chose. Ils ont balayé la foule jusqu'au fond de l'église, jusqu'au pilier où nous étions cachés. Il a croisé mon regard. Et là, il m'a fait un signe de tête. Un signe imperceptible, presque microscopique. Un signe qui disait « Prépare-toi ». Je ne savais pas à quoi je devais me préparer, mais mon instinct me hurlait que la tempête allait s'abattre sur la réception. La réception se tenait dans un domaine viticole réaménagé avec vue sur le golfe. C'était somptueux. Des lustres en cristal, des nappes en lin blanc, des compositions florales, payées avec mon collier, gigantesque. Je cherchais ma place sur le plan de table. Table d'honneur? Non. Table famille? Non plus. J'ai fini par trouver nos noms, Lison et Malo. Table 18. La table 18 était située tout au fond de la salle, près des cuisines et de la porte des toilettes. C'était la table des parias, quelques collègues éloignés qu'on avait invités par obligation, et le vieux cousin Gustave qui radotait un peu. « C'est une blague ?» murmura mon oncle Gustave quand nous nous sommes assis. « Ta place devrait être là-bas, avec ta mère. » Laisse tomber, tonton Gustave.
C'est mieux ici. On est tranquille. Mais nous n'étions pas tranquilles. Le va-et-vient des serveurs était incessant, et à chaque ouverture de la porte des cuisines, une odeur de graisse et de bruit de vaisselle nous agressait. Sibylle et ma mère trônaient à la table d'honneur, riant aux éclats, trinquant au champagne. Elles ne m'avaient pas adressé un regard depuis l'église. Le dîner a commencé. Les plats étaient raffinés, mais je n'avais aucun appétit. Malo, lui, avait faim, mais il n'osait pas manger. « Maman, pourquoi tout le monde nous regarde bizarrement ?» demanda-t-il. « Il ne nous regarde pas, chérie. Mange ton poulet. » En réalité, certains invités nous jetaient des coups d'œil. Les rumeurs allaient bon train. J'entendais des bribes de conversation des tables voisines, la sœur ratée, père inconnu, vit au crochet de sa mère. Sibylle et Armance avaient bien fait leur travail de propagande pendant des années. Pour tout Vannes, j'étais la brebis galeuse. Le moment des discours arriva. C'est toujours le moment le plus dangereux dans un mariage. L'alcool a désinhibé les langues et les vieilles rancéures remontent à la surface. Le père d'Ambroise fit un discours touchant mais bref. Puis, ce fut le tour de Sibylle. Elle se leva, resplendissante, micro en main. La salle se tut. Je voulais remercier tout le monde d'être là, commença-t-elle avec sa voix de professionnelle des relations publiques. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai trouvé mon prince, mon ancre. Des applaudissements polis. Puis, son regard se durcit. Elle tourna la tête vers le fond de la salle, vers la table 18. Et je voulais aussi remercier ma famille. Enfin, ce qui compte. Mais je ne peux pas oublier ma sœur, Lison. Lison, lève-toi. Mon sang se glaça. Je ne voulais pas me lever. Gustave me donna un petit coup de coude encourageant. Je me suis levée lentement, les jambes en coton. Regardez-la, continua Sibylle avec un petit rire qui se voulait affectueux mais qui sonnait faux. Ma grande sœur. Elle a traversé tant d'épreuves. Ce n'est pas facile d'être une mère célibataire, sans mari, sans carrière stable, obligée de compter sur la générosité de notre mère pour avoir un toit. La salle devint silencieuse. C'était gênant. C'était humiliant. Elle déballait ma vie privée, mes échecs supposés, devant 200 personnes. Mais je t'admire, Lison, continua-t-elle. Vraiment. Il faut du courage pour assumer ses erreurs publiquement. Et qui sait? Peut-être que ce soir, avec toute cette ambiance romantique, tu trouveras quelqu'un qui voudra bien t'aider. Elle marqua une pause théâtrale. C'est là que ma mère, Armance, qui avait un verre de trop dans le nez, décida d'intervenir. Elle prit le micro des mains de Sibylle. Ce qui suivit fut le coup de grâce. Ma mère tenait le micro un peu de travers, ses yeux brillants de méchanceté et de vin blanc. « Oh oui !» s'exclama-t-elle, sa voix résonnant trop fort dans les enceintes. « Écoutez tous. Lison est célibataire depuis, oh mon Dieu, une éternité. » Quelques rires nerveux fusèrent dans la salle. « Alors, messieurs, fit-elle en balayant la salle du regard, s'il y a un amateur de cause perdue ce soir, faites-vous connaître. » Elle se tourna vers moi, pointant un doigt accusateur et hilar. Elle est un peu usée par la vie, c'est sûr. Une femme d'occasion, comme on dit. Mais bon, elle sait cuisiner et coudre, c'est déjà ça. La salle riait franchement maintenant. Un rire gras, collectif, cruel. Je me sentais nue. Je voulais disparaître, me dissoudre dans le sol. Mais ma mère n'avait pas fini. Et attendez, ce n'est pas tout. Il y a une offre spéciale ce soir. MUA1, TNG1. Achetez en une, recevez en un gratuit. Elle désigna Malo qui s'était levé pour se coller à moi, terrifiée. Si vous prenez la mère, vous repartez avec le gamin en bonus. Un petit bâtard adorable, je vous le promets. Qui en veut? Qui veut nous débarrasser de ce fardeau familial? Le monde s'est arrêté. Bâtard. Fardeau. Elle avait osé. Elle avait insulté mon fils, sa propre chair et son sang, devant tout le monde. Les rires redoublèrent, menés par Pia et les amis de Sibylle. Sibylle elle-même riait, la main devant la bouche, ravie du spectacle. Malo a enfoui son visage dans ma robe, secoué de sanglots. « Maman, pourquoi ils sont méchants? Pourquoi mamie dit ça?
Mes larmes coulaient librement maintenant. C'était fini. Elles avaient gagné. Elles m'avaient détruite. Je n'avais plus aucune dignité. Je pris la main de Malo. Viens, mon chéri. On s'en va. Je me suis retournée pour partir, sous les huées moqueuses de ma propre famille. Crac. Un bruit violent a coupé net les rires. Le bruit du verre contre la pierre. Tout le monde a sursauté. Le silence est retombé instantanément, lourd et effrayant. Tous les regards se sont tournés vers la table d'honneur. Ambroise était debout. Il venait de projeter sa flûte de champagne contre le mur derrière lui. Le cristal avait explosé en 1000 morceaux. Une tache de vin coulait sur le papier peint comme du sang. Son visage n'était plus impassible. Il était terrifiant. C'était le visage d'une tempête qui vient de toucher terre. Il a marché vers Sibylle. Elle a reculé, effrayée par l'intensité de son regard. « Ambroise, chérie, ce n'est qu'une blague », commença-t-elle d'une voix tremblante. Il lui a arraché le micro des mains. Pas violemment, mais avec une autorité absolue. Il s'est tourné vers la salle. Il a cherché mes yeux au fond de la pièce. « Lison, reste là », dit-il dans le micro. « Ne pars pas. » Puis il s'est tourné vers ma mère, qui s'était assise brusquement, dégrisée par le choc. « Vous trouvez ça drôle, Armance ?» demanda-t-il calmement. « Vous trouvez ça drôle de vendre votre fille aux enchères comme du bétail? Vous appelez ça de l'humour? Moi, j'appelle ça de la pourriture. » Des hoquets de stupeur parcoururent l'assistance. « Et toi, Sibylle » continua-t-il en se tournant vers sa femme. « Tu parles de Lison comme d'une erreur. Comme d'une personne de seconde zone. Tu as dit à tout le monde que tu étais la charitable, la sainte de la famille. » Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste. Il en sortit un vieux morceau de papier plié, jauni par le temps. « Vous voulez savoir la vérité? La vraie vérité sur qui est qui dans cette famille? » Ambroise déplia le papier. C'était un dessin. Le dessin d'un phare, signé L.B. Il y a 4 ans, ma sœur Léonie mourait à l'hôpital de Rennes, commença-t-il. Sa voix se brisa légèrement, puis reprit plus forte. Je passais mes journées en enfer. Sibylle, tu m'as dit quand on s'est rencontrés que tu faisais du bénévolat, que tu comprenais la douleur. C'est ce qui m'a fait tomber amoureux de toi. Je croyais avoir trouvé une âme sœur. Il leva le dessin. Mais ce n'était pas toi. Pendant que ma sœur mourait, tu étais occupée à tes soirées mondaines. Celle qui était là, celle qui tenait la main de Léonie quand je ne pouvais pas, celle qui lui racontait des histoires pour qu'elle ait moins peur de partir. C'était Lison. Il pointa le doigt vers moi, au fond de la salle. Tous les visages se tournèrent vers moi, mais cette fois, il n'y avait plus de moquerie. Il y avait de la stupeur. Lison Bellamy. La fée bleue. C'est elle qui a apporté la lumière dans les derniers jours de ma sœur. Et vous osez la traiter de déchet? Il se tourna vers ma mère, tremblant de rage contenue. Vous la traitez de profiteur? J'ai vu le chèque de 3 800 € qu'elle vous a donné hier. J'ai vu le devis des fleurs, Sibylle. Vous avez forcé Lison à vendre le collier de sa grand-mère pour payer VOS Fleurs. Un murmure d'indignation parcourut la salle. Les masques tombaient. Sibylle était pâle comme un linge. Armand s'essayait de se faire toute petite sur sa chaise. C'est un malentendu, Queen à Sibylle. Ambroise sortit une enveloppe épaisse de sa poche. Tiens, Armance. Voici 4 000 €. C'est pour rembourser ce que vous avez extorqué à Lison. Je rachète sa dette. Elle ne vous doit plus rien. Ni argent, ni respect, ni loyauté. Il jeta l'enveloppe sur la table. Les billets s'éparpillèrent parmi les coupes de champagne et les restes de foie gras. Puis, il retira son alliance. Un simple anneau d'or blanc. Il regarda Sibylle dans les yeux. Je ne peux pas lier ma vie à quelqu'un d'aussi vide et cruel. Je pensais épouser la femme qui avait aidé ma sœur. Mais cette femme, c'est Lison. Toi, tu n'es qu'une jolie coquille vide. Il laissa tomber l'alliance. Elle tinta contre une assiette en porcelaine. Un son clair, définitif. Le mariage est annulé. Je prends en charge les frais. Mangez, buvez,
faites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai fini. Il descendit de l'estrade. Le silence s'ouvrit devant lui comme la mer Rouge devant Moïse. Il marcha droit vers nous, au fond de la salle. Sibylle commença à hurler derrière lui, une crise d'hystérie mêlée de larmes de crocodile, mais il ne se retourna pas. Il arriva à notre table. Il s'accroupit devant Malo, qui avait cessé de pleurer et le regardait avec des yeux ronds comme des soucoupes. « Malo, dit-il doucement. Tu te souviens de mon atelier? Avec les bateaux? Oui, tu veux venir voir le grand voilier dont je t'ai parlé? On sera mieux là-bas qu'ici. » Malo hocha la tête vigoureusement. Ambroise se releva et me tendit la main. Lisons. Viens avec moi. S'il te plaît. Ne reste pas une minute de plus avec ces gens. J'ai regardé sa main. J'ai regardé ma mère et ma sœur au loin, détruites, humiliées par leur propre venin. J'ai regardé les invités qui me voyaient enfin pour ce que j'étais, une survivante, pas une victime. J'ai pris la main d'Ambroise. Elle était chaude, solide. Une ancre dans la tempête. Ambroise a pris Malo dans ses bras, sans se soucier de froisser son costume. On y va, dit-il. Et nous sommes sortis, tous les trois, la tête haute, laissant derrière nous le chaos, les fleurs coûteuses et une famille qui ne méritait plus ce nom. L'air nocturne de la Bretagne n'avait jamais été aussi doux. En sortant de la salle de réception, j'ai pris une grande inspiration, sentant l'odeur des pins et de la mer. C'était l'odeur de la liberté. Ambroise nous a conduits à sa voiture, une vieille Land Rover robuste, bien loin des berlines Tapax en gravelets du cortège. Il a installé Malo à l'arrière, l'attachant avec soin. « Tu as faim, champion ?» demanda-t-il. « On n'a pas beaucoup mangé là-dedans. »« J'ai faim de crêpes » s'écria Malo, retrouvant soudainement son énergie d'enfant. Ambroise sourit. Un vrai sourire, cette fois, qui atteignit ses yeux tristes. « Va pour les crêpes. Je connais un endroit sur le port qui reste ouvert tard pour les marins. » Le trajet fut silencieux, mais c'était un silence apaisant. Je regardais le profil d'Ambroise, éclairé par les lampadaires qui défilaient. Il venait de détruire sa vie sociale, d'annuler un mariage à 50 000 €, de se mettre à dos toute la bourgeoisie locale, pour nous. Pourquoi? Demandai-je doucement alors que nous étions arrêtés à un feu rouge. Pourquoi avoir attendu jusqu'au discours? Il serra le volant. Parce qu'il fallait que tout le monde voie qui elles étaient vraiment, lisons. Si j'avais annulé hier, elles auraient raconté que j'étais le méchant, que je t'avais abandonné. Elles auraient continué à te torturer en privé. Là, elles ne peuvent plus se cacher. J'ai brûlé leur théâtre. J'ai senti les larmes revenir, mais des larmes de gratitude cette fois. Merci. Pour Malo. Pour le collier. Pour Léonie. C'est moi qui te remercie, dit-il en me regardant brièvement. Tu as donné de la paix à ma sœur quand je ne pouvais rien faire. Je te devrai ça toute ma vie. Nous avons mangé des crêpes au beurre salé dans une petite bicoque sur le port de Vannes. Malo s'est endormi sur la banquette, la tête sur les genoux d'Ambroise. C'était surréaliste. Quelques heures plus tôt, j'étais la paria. Maintenant, j'étais assise face à cet homme incroyable, et pour la première fois, je ne me sentais pas d'occasion. Je me sentais précieuse. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer sur la table. Sibylle s'affichait sans cesse. Il a pris l'appareil, l'a regardé une seconde, puis l'a éteint complètement. « C'est fini, dit-il. Demain, mes avocats s'occuperont du reste. Ce soir, on respire. » Cette nuit-là, il nous a emmenés à son atelier, qui avait un petit appartement à l'étage. Il nous a donné sa chambre et a dormi sur le canapé. Je n'ai jamais aussi bien dormi de ma vie, bercé par le clapotis de l'eau contre les coques des bateaux en réparation. Je savais que la bataille n'était pas finie, que ma mère et Sibylle allaient riposter, mais je n'avais plus peur. Je n'étais plus seule. 1 an a passé depuis le mariage du siècle qui s'est transformé en débâcle de l'année. Beaucoup de choses ont changé à Vannes. La réputation de Sibylle n'a jamais survécu à cette soirée. La vidéo du discours de ma mère et de l'intervention d'Ambroise a fuité, merci à un cousin éloigné un peu rebelle. Sibylle a perdu son poste d'attachée de presse. Ironiquement, personne ne veut d'une experte en images qui ne sait pas gérer la sienne. Elle a déménagé à Paris pour essayer de se faire oublier. Ma mère, Armance, a dû vendre la villa Les Hortensias.
Sans le mariage riche de Sibylle et avec sa réputation en lambeaux, ses amis l'ont abandonnée. Elle vit maintenant dans un petit appartement, seule avec son amertume. Elle a essayé de me contacter plusieurs fois pour demander de l'argent, mais j'ai bloqué son numéro. J'ai coupé le cordon, enfin. Quant à moi, je ne suis plus la Lison apeurée d'autrefois. Avec l'aide d'Ambroise, j'ai récupéré le collier de ma grand-mère, il est allé voir le bijoutier le lendemain même. J'ai lancé ma propre entreprise d'illustration, spécialisée dans les décors marins. Je travaille depuis un bureau lumineux qui donne sur le chantier naval. Et Ambroise ? Il est là, en bas, dans l'atelier. Je le vois par la fenêtre. Il est en train de montrer à Malo comment poncer la coque d'un petit dériveur. Malo rit aux éclats, couvert de sueur de bois. Il n'appelle pas encore Ambroise papa, mais il l'appelle capitaine, et vu la façon dont il le regarde, ce n'est qu'une question de temps. Nous ne sommes pas encore mariés. Nous prenons notre temps. Nous apprenons à nous connaître, à guérir nos blessures respectives. Mais nous vivons ensemble, nous rions ensemble, et chaque soir, Ambroise me regarde comme si j'étais la 8e merveille du monde. Il m'a appris que l'amour, le vrai, n'est pas une question de performance ou d'apparence. C'est une question de présence. C'est être là quand l'autre a besoin de vous, c'est défendre ce qu'on aime contre le monde entier s'il le faut. Ma famille m'avait étiquetée femme d'occasion, pensant que c'était une insulte. Mais ils avaient tort. Un objet d'occasion a une histoire. Il a survécu. Il a du caractère. Et entre les mains d'un expert comme Ambroise, qui sait voir la beauté sous les éraflures, il peut devenir le trésor le plus précieux du monde. Voilà mon histoire. J'espère qu'elle vous a donné de l'espoir si vous traversez des moments difficiles avec votre famille. Personne n'a le droit de vous faire sentir inférieur. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, mettez un j'aime sur cette vidéo, cela aide énormément à faire entendre notre voix. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires de justice et de résilience. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, vous valez bien plus que ce que les autres disent de vous.